Merci. Alors, effectivement, c'est une session un peu difficile, puisque l'idée, c'est de vous donner quelques aperçus des grandes avancées récentes dans la prise en charge, dans la recherche aussi, autour de ces maladies-là. Donc moi, je vais vous parler des cardiomyopathies, c'est une sorte de best-of, on va dire, des principales choses qui me semblent intéressantes. Alors forcément, c'est un peu subjectif, il faut faire des choix concernant des travaux qui viennent soit de notre centre, soit d'autres centres. Alors je rappelle juste, on l'a un petit peu dit ce matin, mais je rappelle donc, là je vais vous parler des cardiomyopathies, donc des maladies du myocarde qui sont associées à des anomalies de structure ou de fonction de ce muscle cardiaque, et vous avez quelques maladies distinctes qui composent ce groupe, et les principales sont les formes hypertrophiques, dilatées, restrictives, ventriculaires droite, arythmogènes. Et donc les avancées, évidemment, elles peuvent se faire dans différents domaines, soit très cliniques, soit plus dans le domaine de la recherche et de la compréhension des causes. Ça peut être mieux faire le diagnostic, ça peut être mieux stratifier le risque de complications, ça peut être évidemment améliorer les traitements, et puis ça peut être aussi, et je vais commencer par un premier exemple dans le domaine des registres, comment les registres aussi peuvent nous aider à mieux saisir les enjeux de la prise en charge de ces maladies. Donc là, il y a quelques semaines, un registre européen a été publié qui a rassemblé, qui a constitué le premier registre européen des cardiomyopathies, qui a rassemblé plus de 3200 patients. Et l'objectif de ce registre européen, c'était d'analyser les pratiques, d'avoir un cliché photographique de comment sont pris en charge les patients, quelles sont les caractéristiques des patients, et à l'issue de ça, comment est-ce qu'on peut identifier des écarts entre la pratique et puis les recommandations, et comment est-ce qu'après on peut progresser dans identifier des actions pour améliorer la prise en charge par rapport aux recommandations qui existent déjà. Et donc voilà, je ne vais pas vous détailler beaucoup de choses sur ce registre parce qu'il y a énormément de données qui sont issues de ce registre, donc qui comporte des patients qui ont été recrutés en même temps, consécutivement, dans chacun des 69 centres issus de 18 pays européens. Et je vous donne juste un petit exemple concernant quelque chose qui a un rapport avec le caractère familial et héréditaire. Quand on regarde ça, eh bien, on voit par exemple, pour les 4 catégories principales de cardiomyopathie, le pourcentage de formes familiales, et on voit que c'est important, c'est à peu près 40% globalement de formes familiales identifiées comme telles quand on interroge les médecins qui s'occupent de ces patients-là. Et quand on voit le pourcentage d'apparentés pris en charge, eh bien finalement c'est très faible, hein, c'est 17% d'apparentés. L'essentiel sont ce qu'on appelle les cardex, les propositus, les premiers patients, ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre la prise en charge des apparentés qui ne sont pas suffisamment pris en charge et identifiés. Et quand on regarde un autre exemple, c'est le pourcentage de cas dans lequel on fait un test génétique, eh bien on voit que globalement il est fait dans un tiers des cas à peu près, ce qui est pas mal par rapport à ce qui était fait il y a 10 ans par exemple, mais ce qui montre aussi les progrès qu'on a à faire. Donc ça c'est un exemple de registre de la vraie vie pour mettre en évidence ce qu'on fait et ce qui doit être mieux fait. Hein. Donc ça nous apprend, nous, des choses intéressantes. Après, un petit exemple de ce qui nous permet de mieux comprendre parfois les causes de ces maladies. On parle dans les cardiomyopathies très souvent, donc ce sont des maladies génétiques très souvent, et il y a encore beaucoup de progrès à faire pour comprendre les causes de ces maladies. Alors là, je vous montre un exemple un petit peu compliqué, mais qui illustre aussi comment on progresse dans l'identification des facteurs génétiques, des causes génétiques. Alors là, c'est dans la cardiomyopathie dilatée, qui est une des causes importantes d'insuffisance cardiaque. Et là, au sein de notre équipe, nous avons rassemblé une collaboration internationale très large qui nous a permis de rassembler plus de 2700 patients qui ont une cardiomyopathie dilatée et 6800 sujets contrôle sans anomalie, et de faire une analyse de l'exome, d'une grande partie de l'ADN, pour identifier des facteurs génétiques qui sont associés à la maladie. Et on a identifié un certain nombre de gènes. Là, il y a
2 gènes qu'on avait déjà identifiés précédemment, qui ont été confirmés, et puis 6 nouveaux gènes qui donnent des pistes sur des nouveaux acteurs dans ces maladies-là, et qui nous incitent à travailler sur ces gènes. Et là, par exemple, l'un des premiers gènes qu'on avait déjà identifié préalablement, BAC3, on est en train d'étudier sur un modèle animal la surexpression de BAC3 pour améliorer, dans un modèle animal, pour améliorer la fonction du myocarde. Et ça découle directement des connaissances sur l'identification de ces nouvelles causes de ces maladies. Un autre exemple, c'est mieux stratifier le risque de complications. Donc mieux caractériser le stade de la maladie. Et je vous donne un exemple dans l'amylose cardiaque, qui est une cause de cardiomyopathie restrictive notamment. Et ça, c'est une collaboration avec une équipe anglaise, avec l'équipe d'Henri Mondor, de Thibaut Damy. Ils ont identifié 2 marqueurs biologiques, biomarqueurs, simples, qui se sont révélés très efficaces pour stratifier le risque. L'un, c'est ce qu'on appelle le NT-proBNP, qui est un paramètre biologique qu'on mesure et qui reflète la dysfonction du muscle cardiaque. Et puis un autre paramètre qu'on appelle EGFR, qui est un paramètre qui reflète la fonction rénale et la dysfonction des reins. Et à partir de ces 2 paramètres très simples, en identifiant des seuils de gravité, ils ont finalement identifié 3 stades, 3 grades de la maladie, qui est très clairement associée à la survie. Alors là, c'est une figure qu'on appelle des courbes de survie. Au début, on a 100% de survie, tous les patients sont vivants. Et puis au fil du temps, on voit, avec malheureusement les décès qui surviennent, la courbe descend vers le bas lorsqu'il y a des décès. Et donc là, on voit qu'en utilisant ces 2 biomarqueurs, eh bien, quand on est au stade 2, à cause des paramètres biologiques qui sont perturbés, eh bien, on a un risque de décès qui est multiplié par 2. Et quand on est au stade 3, eh bien, on a un risque de décès au cours du temps qui va être multiplié presque par 4. Alors ça, c'est utile pour nous, pour essayer de mieux identifier les sous-groupes de patients qui sont les plus à risque et donc pour lesquels il va falloir qu'on accentue la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit la meilleure possible. Et puis ça a un autre intérêt aussi, c'est que ces paramètres biologiques vont être étudiés avec les nouveaux médicaments qui sont en train de sortir dans cette maladie-là. Il y a tout un tas de maladies qui sont en train de sortir, et ces médicaments, leur efficacité va être testée en utilisant notamment ces marqueurs pour voir s'ils permettent de faire diminuer ces marqueurs biologiques, qui sera un indice d'efficacité de ces médicaments. Un autre exemple de marqueur biologique qui peut nous aider à identifier la sévérité de la maladie, ça c'est dans la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, c'est l'utilisation du test génétique. Le test génétique permet d'identifier la mutation responsable d'une maladie, et parfois, en fonction du gène qui est concerné, eh bien, ça peut nous donner des indications sur le profil évolutif. Et là, par exemple, dans ce travail dirigé par Estelle Ganjvac, il a été montré que quand on avait une mutation dans le gène PKP2, pour la placophilin 2, par opposition à ceux qui ont une mutation dans le gène DSG2, qui est la desmogléine 2, eh bien, il y avait un risque d'insuffisance cardiaque beaucoup plus important. Vous avez des courbes de survie qui se séparent ici clairement, alors qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le risque d'arythmie et de mort subite par ce mécanisme. Et donc là aussi, ça nous aide à orienter davantage la prise en charge en fonction du profil évolutif de chacun des patients. Un autre exemple, c'est le suivi de la grossesse chez des patientes qui ont une cardiomyopathie. Et ça, c'est un sujet difficile parce que, en fait, la grossesse constitue une situation à risque d'aggravation de la maladie pour une femme qui a une cardiomyopathie. Non seulement il y a un risque de transmission, mais il y a aussi pour la femme un risque d'aggravation de sa maladie. Et donc, ce sont des grossesses qui doivent être suivies de façon différente, avec un accouchement qui doit être organisé et planifié de façon différente. Et donc là, c'est un exemple de série, on a repris notre série à la pièce salpêtrière,
de femmes ayant une cardiomyopathie. Donc là, c'est une petite série, mais par rapport aux données de la littérature, en fait, il y a très peu de données, donc c'est une série qui nous semble intéressante. 43 grossesses chez 36 femmes qui avaient une cardiomyopathie. Et on voit qu'il y a un risque d'événements, effectivement, de complications qui est assez important. On voit que dans un tiers des cas, il y a 15 de ces grossesses qui ont été compliquées d'une complication donc cardiaque, y compris avec 3 décès. Dans 2 cas, c'était une complication inaugurale. La cardiomyopathie n'était pas connue jusque-là. Et comme on est un centre référent, ces femmes qui ont été réanimées difficilement nous ont été adressées, malheureusement sont décédées. Dans un autre cas, c'était un décès en fin d'hospitalisation 5 jours après l'accouchement. Donc il y a des complications qui peuvent être effectivement dramatiques. Il y a des poussées d'insuffisance cardiaque, il y a quelques arythmies qui ont été enregistrées. Donc le message pour la communauté cardiologique, c'est de dire qu'effectivement, ces grossesses sont vraiment à risque et qu'elles nécessitent une prise en charge. Et on a essayé de prédire un peu les complications en utilisant des scores qui sont utilisés d'une façon générale dans les maladies cardiaques pendant la grossesse. Et le score qui nous paraît le moins mauvais, on va dire, c'est le score CARPREG, qui nous permet, à partir d'une évaluation initiale, d'identifier le taux de complications attendu en fonction du tableau initial et de la gravité. Et puis, ce qui nous est apparu aussi, en dehors de ce score, c'est clairement que quand la maladie n'est pas prise en charge précocement par une équipe de cardiologues et de gynécologues obstétriciens, il y a une perte de chance sur la survenue des complications. Et donc, toute grossesse doit, si possible, être anticipée, discuter avec le cardiologue et ensuite accompagner au mieux pour éviter ces complications. Et le deuxième aussi message de cette étude, et ça on s'y attendait parce que c'est de dire que parmi les cardiomyopathies, la plus sévère, celle qui s'accompagne du taux de complications plus important, c'est la cardiomyopathie dilatée. Alors évidemment, l'autre grand domaine, c'est d'améliorer les traitements. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 12 mois? Alors, je vous ai cité quelques exemples. Alors ça, c'est pas un traitement nouveau, mais par contre, c'est une validation de l'intérêt du défibrillateur chez les patients qui ont une cardiomyopathie dilatée. Il y a une petite controverse depuis 2 ans à cause d'une étude qui a un petit peu posé des questions sur l'intérêt du défibrillateur dans certains sous-groupes de patients. Et là, c'est une méta-analyse qui regroupe les meilleures publications dans le domaine, avec 2970 patients issus de 6 études randomisées, et on confirme bien l'intérêt clair du défibrillateur, avec une diminution de la mortalité totale de 24% si on cumule les choses. Donc ça valide bien l'intérêt du défibrillateur. Après, il y a toujours une discussion sur l'indication chez un patient donné, ça reste à améliorer sûrement. Quel type de patient exactement en bénéficie le plus, mais on progresse et cette étude nous donne quelques pistes sur identifier les sous-groupes de patients qui en bénéficient le plus. Toujours dans le traitement par des dispositifs, on peut citer aussi une autre étude très récente publiée dans le New England Journal of Medicine il n'y a pas longtemps, qui s'intéresse au traitement de l'arythmie auriculaire. Le défibrillateur, c'est pour lutter contre les troubles du rythme ventriculaire. Quand il y a des troubles du rythme auriculaire de type fibrillation auriculaire, il y a notamment une des options thérapeutiques qui est ce qu'on appelle l'ablation par radiofréquence, qui consiste à brûler un circuit électrique anormal pour éviter la survenue des arythmies auriculaires. Et il y avait des interrogations sur l'efficacité de cette option chez des patients qui ont l'insuffisance cardiaque, qui ont une fraction d'éjection AVC. Et cette grande étude a permis de montrer qu'en fait, il y a un bénéfice qui est tout à fait clair, avec un effet non seulement vis-à-vis de l'arythmie, mais aussi sur la mortalité globale. Et dans cette étude, on voit que la mortalité globale ou des hospitalisations pour poussée aiguë d'insuffisance cardiaque diminue de 38%. Donc il y a un effet qui semble important et donc qui nous conforte dans l'intérêt de pousser au traitement optimal des arythmies auriculaires dans cette maladie. Une perspective, parce que là l'étude n'est pas encore commencée, mais je voulais vous la signaler,
Dans le cadre de notre réseau français, une étude française va débuter prochainement, qui consiste à évaluer l'intérêt du défibrillateur dans la cardiomyopathie hypertrophique et surtout à cerner les caractéristiques des patients, de ceux qui vont bénéficier le plus du défibrillateur, pour essayer de nous aider à mieux poser les indications des défibrillateurs chez les patients. C'est une étude qui va commencer, on l'espère, avant la fin de l'année, qui vise à inclure 2000 patients sur un très très grand nombre de centres français, avec non seulement l'analyse des facteurs de risque déjà identifiés, mais aussi les données de l'IRM, les données de la génétique. Et puis ce sera la première étude prospective dans le domaine, puisque jusqu'à présent on dispose uniquement d'études rétrospectives. Donc là, pour le moment, c'est encore trop tôt pour vous parler de résultats quelconques, mais en tout cas, on sera amené sûrement à revenir aussi vers les associations pour mobiliser aussi et diffuser cette information quand l'étude sera prête pour pouvoir participer à cette étude qui consiste simplement à recueillir des informations et à suivre les patients. Dans le traitement, parfois aussi, on a des éléments sur la meilleure efficacité de certains médicaments déjà utilisés, mais pas encore validés. Et là, je vous cite une étude qui a pour but d'évaluer l'efficacité et la sécurité. Alors, c'est une étude qui n'est pas encore soumise. C'est un travail de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière avec Estelle Gangebach et Carole Maupin, notamment, et qui vise à étudier l'intérêt de la flécaïne. C'est un des médicaments anti-arythmiques pour lutter contre les troubles du rythme ventriculaire. Et l'intérêt de ce médicament n'est pas validé dans cette maladie qui est ici la cardiomyopathie ventriculaire droite. C'est un médicament qui est utilisé en général en association avec un traitement bêta-bloquant. Et quand les bêta-bloquants ne suffisent pas, on se pose la question de cette association, d'autres alternatives comme le défibrillateur ou autre. Et là, c'est une étude sur une petite population de 61 patients, mais qui montre d'une part la sécurité d'emploi, un premier point important, et deuxièmement la diminution assez claire des extrasystoles ventriculaires, des troubles du rythme ventriculaire, que ce soit quand on analyse le Holter-ECG ou quand on analyse un examen qu'on appelle une stimulation ventriculaire programmée. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements qui arrivent dans le domaine des cardiomyopathies. Beaucoup de nouveaux traitements qui sont fondés directement sur la meilleure connaissance de la cause de ces maladies. L'un des exemples ici, c'est une figure qui est issue d'un article sur la maladie de Fabry, mais on pourrait le décliner sur pas mal d'autres choses, pas mal d'autres maladies, que ce soit l'amylose cardiaque à la transthyrétine, que ce soit les laminopathies, que ce soit les cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques. On a la chance que l'industrie s'intéresse depuis peu en fait, à ces maladies-là et développe des traitements spécifiques, soit des molécules qui interagissent avec les protéines qui sont défectueuses, qui ont été identifiées par les études génétiques préalablement, soit des stratégies qui consistent à inhiber le gène muté ou inhiber la protéine qui est mutée. Et puis, donc ça, vous aurez, c'est dans les années qui viennent, et on attend cette année déjà des résultats d'études importantes. Et je vous donne juste un petit exemple sur une molécule qui est très prometteuse, qui est issue directement des connaissances sur ce qui se passe quand on a une mutation dans la chaîne bêta de l'amylosine dans les cardiomyopathies hypertrophiques. Un laboratoire Myocardia ici a identifié une molécule qui interagit spécifiquement avec la protéine qui est déficiente dans cette maladie. Ils ont étudié l'efficacité de cette molécule dans un modèle souris et ça montre une diminution de l'hypertrophie du ventricule gauche, ça montre une diminution de la fibrose. Et là, on en est à des essais thérapeutiques chez l'homme avec des premières phases qui sont très prometteuses. Et il va y avoir un essai de phase 3, une phase randomisée pour étudier l'efficacité qui va commencer dans les mois qui viennent. Et plusieurs centres en France devraient être investigateurs pour cette étude qui devrait donc aboutir à une nouvelle molécule dans le domaine. Et dernier exemple, c'est ma dernière diapo. Il y a aussi évidemment le souhait d'aller vers la correction de la mutation.
Et ça reste encore très compliqué, mais on progresse. Et notamment, ce travail publié l'été dernier a fait pas mal de bruit. Il est paru dans Nature. Les auteurs ont corrigé la mutation avec un outil biologie moléculaire que vous connaissez peut-être parce qu'on en parle de plus en plus dans les médias. C'est un outil qu'on appelle CRISPR-Cas9 qui permet, c'est des sortes de ciseaux moléculaires, qui permettent de couper l'ADN, de remplacer la séquence mutée par une séquence normale et qui aboutit à une réparation de la mutation sur l'ADN. Et donc on sait le faire dans des cellules pour le moment, et cette étude a été menée vis-à-vis d'une mutation dans la protéine C cardiaque responsable de cardiomyopathie hypertrophique. Spécifiquement, ce travail a été fait dans un gène responsable de cardiomyopathie hypertrophique. Et donc les auteurs montrent la faisabilité et la bonne efficacité en termes de réparation dans ce modèle cellulaire. Et l'autre particularité de cette étude, c'est que ça a été fait dans des embryons humains, ce qui laisse entrevoir des perspectives à la fois intéressantes et à la fois complexes d'un point de vue éthique. C'est la possibilité de réparer un embryon et de peut-être réimplanter après un embryon réparé. Et ça soulève des questions d'ordre éthique qui dépassent largement le cadre de ce travail. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous donner quelques exemples de choses qui progressent dans le domaine du cardiologie. Et tous nos voeux pour l'étude Optime dont on a réellement besoin. Est-ce que vous avez une question brûlante à poser au professeur Charon, ce qu'il vous a présenté? Oui, Philippe, j'avais une question concernant cette molécule MYC, j'ai oublié le nom, qui va être utilisée dans le cadre de pathologie génique. Est-ce que c'est extrapolable éventuellement à des cardios? C'est une bonne question. Pour le moment, ça a été étudié que dans des modèles génétiques très très précis. Mais l'hypothèse, c'est qu'on puisse l'élargir à des mutations dans des gènes différents. Pour le moment, clairement, la molécule interagit avec l'activité ATPasique de la génobêta-alanine, qui semble impliquer dans pas mal des mutations sarcomériques de la cardiomyopathie hypertrophique. Après, est-ce qu'on pourrait aller au-delà dans d'autres causes? Mais déjà, ça laisse présager que, puisque les mutations dans ces gènes-là sont impliquées dans presque 50% des cardiomyopathies hypertrophiques, la cible pourrait être déjà 50% des cardiomyopathies hypertrophiques. S'il vous plaît. Merci beaucoup. D'autres questions? Je suis atteinte d'une dysplasie arrhythmogène du ventricule droit. J'ai subi l'ablation d'une fibrillation auriculaire. Je porte un défibrillateur. Je pense que cette dysplasie a été pas décelée, mais a commencé à me poser problème lors de la naissance de notre fille, en 1971. Je voudrais savoir si les enfants ne sont pas atteints de cette dysplasie, si les petits-enfants risquent de l'être. Alors, la dysplasie ou cardiomyopathie ventriculaire droite, c'est une maladie génétique quasiment tout le temps. Le mode de transmission est autosomique dominant quasiment tout le temps. Donc la réponse est de dire que, a priori, il y a un risque de 50% d'avoir transmis à l'un de ses enfants. Ce qu'il faudrait, c'est faire une étude génétique pour voir si on peut trouver chez vous la mutation et après proposer un test génétique aux autres personnes de la famille pour savoir qui d'autre a hérité ou pas de la mutation. Si votre fille n'a pas hérité de la mutation, elle ne peut pas la transmettre après à la génération suivante. Mais par contre, la difficulté que l'on connaît dans les cardiomyopathies, c'est que la maladie cardiaque peut, si on a hérité de la mutation, peut se déclarer tardivement. Ou même, dans la cardiomyopathie ventriculaire droite, peut ne jamais s'exprimer au niveau du cœur, mais si on a la mutation, on peut la transmettre à la génération d'après, et quelqu'un d'autre peut déclarer la maladie à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc c'est une maladie particulière parce que quand on a la mutation, on ne la déclare pas dans 100% des cas, mais par contre, la règle de transmission génétique des 50% à la descendance, elle reste toujours vraie.
Et donc ça peut parfois donner l'impression de sauter une génération, parce que la personne qui a la mutation peut ne pas déclarer la maladie, mais transmettre à quelqu'un qui peut lui déclarer la maladie.